Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Et renforcement de la coopération parlementaire interafricaine avec la clôture de cette journée consacrée à la 43e conférence de l'UPA. Et l'éducation, un pilier pour le développement du pays, c'est ce que nous verrons dans l'actualité nationale. Un important point de passage des migrants vers l'Europe, c'est en Libye que ça se passe, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la clôture de la 43e conférence de l'UPA qui s'est tenue ce matin sous la houlette du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et du président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, président donc de l'Union parlementaire africaine, l'UPA. Rappelons que l'UPA est une organisation interparlementaire continentale créée le 13 février 1976 à Abidjan. Les travaux de cette 76e session, notamment du comité exécutif, se sont ouverts cette année dans un contexte particulier marqué par les effets dévastateurs de la pandémie du Covid-19. L'objectif étant de promouvoir l'unité d'action des institutions parlementaires des États africains consacrées à l'UPA comme forum des parlements nationaux du continent africain et en tant qu'instrument de dialogue, de coopération parlementaire au service de la paix, de la démocratie, de la bonne gouvernance, du développement durable. Et à cet effet, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a fait un discours dont voici la teneur. Après une période difficile qui nous a empêchés de nous déplacer hors de nos pays, je dois dire que notre plaisir est grand de nous retrouver à Djibouti. Comme vous le savez, la République de Djibouti se situe dans la corne de l'Afrique, à la jonction de la mer Rouge et de l'océan Indien, bénéficiant d'une position géographique et stratégique sur l'une des principales routes maritimes du monde et constituant le débouché naturel des pays enclavés de la région. Permettez-moi de vous exprimer, en mon nom personnel et au nom des autorités de mon pays, mes sincères remerciements pour votre présence à Djibouti qui s'honore d'accueillir pour la seconde fois consécutive la conférence de l'UPA. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez aux objectifs que nous poursuivons en commun et de votre attachement aux échanges interparlementaires africains. Vous avez bravé les tracasseries que nous impose le contexte sanitaire en acceptant d'effectuer les déplacements de Djibouti. Pour votre présence en ce lieu, vous traduisez en acte l'idéal de l'UPA d'être le creuset du dialogue parlementaire africain, le cadre de partage de nos préoccupations ainsi que l'instrument de notre combat pour un monde meilleur, de paix, de démocratie et de justice. Je souhaite la chaleureuse bienvenue à toutes les personnalités ici présentes, à tous les élus, à tous ceux qui, dans l'ombre, travaillent pour que la voix des parlementaires africains soit entendue sur les grands défis qui secouent le monde. Comme je l'ai dit plus haut, notre empêchement de nous rencontrer en raison de la crise sanitaire du Covid-19 a retardé nos travaux et notre réflexion sur les questions et les défis auxquels notre continent fait face. Toutefois, nous restons mobilisés en tant que parlementaires pour contribuer à travers nos recommandations
aux efforts visant à rechercher et à consolider la paix et à poursuivre l'action de développement dans notre pays respectif. Point n'est besoin d'affirmer que cette crise qui a débuté juste après notre première conférence tenue ici même à Djibouti à la fin de l'année 2019 a fortement réduit nos activités dont l'essentiel se situe dans nos sessions présentielles. Et dans son intervention, le Premier ministre a indiqué l'importance que revêt l'organisation d'un tel événement en cette période marquée par la crise sanitaire du Covid-19. La présence à Djibouti, par ces temps de crise sanitaire, constitue pour nous un véritable motif de fierté et symbolise à mes yeux la force des liens fraternels tissés au fil des années entre les élus des peuples africains. En organisant ces sessions en cette période difficile que nous traversons, vous avez voulu renouer avec la régularité de vos rencontres et rompre avec la léthargie dans laquelle la pandémie risquait de nous plonger. Aujourd'hui, après 2 années, après ce mois de novembre 2019 où notre pays avait organisé la 75e session du comité exécutif et la 42e conférence de l'Union des parlementaires africains, c'est avec la même ferveur et le même esprit enthousiaste que Djibouti accueille la 76e session du comité exécutif de la 43e conférence de l'Union des parlementaires africains. Certes, entre-temps, la Covid-19, avec sa cohorte de contraintes multiformes, s'est imposée à nous et au monde entier. La Covid-19 a bouleversé l'agenda planétaire sous tous ses aspects. Il y aura forcément un avant et un après Covid-19. Durant les périodes les plus critiques de cette pandémie au cours de ces 2 dernières années, même si vos déplacements étaient très limités, je sais, de par le bilan présenté, que vous avez continué à travailler à distance pour honorer vos obligations de parlementaires. Distingués chefs de délégation, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs, certes, les travaux de cette 76e session du comité exécutif s'ouvrent dans un contexte particulier marqué par les effets dévastateurs de la pandémie. Malgré ce contexte difficile, vous avez pu tenir cette session qui enregistre un taux appréciable de participants. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte pour saluer votre détermination à promouvoir avec engagement et détermination l'action parlementaire. Un aperçu des thèmes qui seront abordés illustre cet engagement à faire avancer notre continent en combattant avec des instruments légaux toutes les entraves au développement économique et durable de l'Afrique. Sous le patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé la cérémonie de clôture de la Semaine nationale de l'enseignant. Plusieurs membres du gouvernement, des personnalités publiques de la communauté éducative ont pris part à l'événement qui s'est déroulé au Palais du Peuple. Au cours de la semaine de l'enseignant, les ministères du Travail, du Budget, de la Ville et de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Communication ont été largement impliqués dans une réflexion autour de la revalorisation de la fonction enseignante inscrite dans la PNE. Ainsi, la cérémonie a été placée sous le thème « Revalorisation de la fonction d'enseignant, de la réflexion à l'action » pour améliorer les conditions de vie, de travail de l'enseignant à travers la politique nationale
de l'enseignant. Eh bien, la cérémonie a été marquée par des reportages, témoignages qui ont mis l'accent sur les acquis sociaux, les avantages accordés aux enseignants. Il s'agit principalement des revalorisations salariales et autres avancements dans les émoluments du plan de carrière, des conditions de travail et de la création du corps unique, des tablettes à chaque élève, l'accès à Internet au débit et les smart classrooms, mais aussi les avantages en nature comme les logements sociaux, entre autres. Et dans leur intervention respective, le ministre de la Communication, Redouane Abdullahi Bahdone, et celle de l'Habitat, Amina Abdi, ont rappelé la place qu'occupe leur département en ce qui concerne la revalorisation du statut de l'enseignant. Nous les écoutons. A été souligné tout à l'heure par les différentes interventions la collaboration entre le département en charge du logement, qui est aujourd'hui le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a été de tous les temps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et il a été rappelé que dans tous les programmes de construction de logements ou de parcelles, la part réservée aux enseignants était toujours la part du lion. Et ça le restera. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il faut formaliser le quota de 30%. C'est formalisé dans le sens où le président de la République, le chef du gouvernement, dans une allocution à l'occasion d'une cérémonie comme celle-ci, avait déclaré que désormais 30% de toutes les constructions de logements qui seront entreprises, mais en même temps les parcelles qui seront mises à la vente, ce 30% sera toujours réservé aux enseignants. Et ceci est sur l'ensemble du territoire national. Les métamorphoses sociétales nous obligent à réviser nos modèles d'apprentissage, nos pratiques d'enseignement et à revoir nos objectifs pour dessiner les contours d'une école plus citoyenne, inclusive, moderne, capable de contribuer à l'épanouissement de nos enfants et par ricochet au développement de notre pays. Nos enfants sont nés dans un monde d'information continue, de partage, d'échange et de création. Ils font partie d'une génération hyper connectée, ouverte, communicante, dont le mode de fonctionnement change radicalement de ceux de générations précédentes. Les moyens technologiques ont pris une telle importance dans notre vie quotidienne qu'il serait anormal de ne pas les avoir introduits de plus en plus dans la pratique de l'enseignement. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, avait bien dit que l'intégration des TIC, de la technologie de l'information et de la communication, dans l'enseignement n'est plus une démarche optionnelle à adopter, mais est devenue une nécessité. Et c'est pour cela que l'école djiboutienne doit emprunter la voie de l'innovation pédagogique pour remédier aux difficultés rencontrées. Mesdames et messieurs, l'intégration du numérique dans l'éducation est un excellent point de départ si nous voulons promouvoir l'équité, améliorer la qualité et faire avancer la réforme de l'éducation. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons avec les interventions du ministre du Budget Abdelkarim Adencher et celui du Travail Ismaël Ibrahim Roblé qui ont tous les deux rendu hommage à la fonction d'enseignant. Il avait dit une chose. Dès qu'on a eu l'indépendance, la première des choses qu'on avait fait, que le gouvernement de l'époque avait fait, c'était la gratuité du logement pour les enseignants. Donc c'était la chose la plus importante qu'on avait fait. Dans les années 90, je crois que c'était en 96-97, cet arrêté a été abandonné. Mais je pense que depuis les années 2000, nous avons rattrapé en octroyant d'autres avantages, en revalorisant les enseignants. Parce que le métier d'enseignant est au centre même du développement de notre pays. Il y a une phrase qui résume tout. Quel autre métier est plus merveilleux et noble que de transmettre ses acquis? Je vous remercie. Fidèle à ma profonde conviction, nous sommes et nous restons convaincus que le meilleur peuple au monde, c'est le peuple qui a les meilleures écoles. Et s'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Au niveau du ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale,
on ne s'interdira jamais, au grand jamais, de valoriser la fonction enseignante. Mieux, on y travaillera tous les jours. Dans cette perspective, le ministère du Travail prévoit un effort significatif en faveur des personnels d'éducation nationale afin de reconnaître et de toujours reconnaître leur mission et de renforcer l'attractivité du métier d'enseignant. Et c'est très important. Pour conclure, je voudrais dire et le redire encore ici, l'engagement de mon ministère et de son équipe aux côtés du président de la République, soutien constant et régulier de l'enseignant, mais également aux côtés du Premier ministre et du gouvernement pour œuvrer au bien-être de la grande famille de l'éducation. Et quant au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, il a rappelé le long processus d'élaboration de la politique nationale de l'enseignant. Ensuite, il a annoncé qu'un mémorandum d'entente avec les ministères partenaires et les deux conventions seront paraphés en présence du Premier ministre afin de formaliser les engagements des uns et des autres. Et pour conclure, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a rendu un hommage particulier à la fonction enseignante et a réitéré l'engagement continu du gouvernement à soutenir ces nobles métiers. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants du corps enseignant, mesdames et messieurs, je voudrais ici d'abord dire que cette journée est une journée historique. Historique parce que vous avez pu réunir le ministre de l'Éducation nationale, bien sûr, le ministre du Travail, le ministre du Budget. En plus, il y a eu des déclarations faites, et le ministre de la Ville, excusez-moi madame, de la Ville, de l'urbanisme et de logement, parce que elle a promis aussi des choses, mais il y a aussi les différents administrateurs de la fonction publique qui sont intervenus pour dire voilà ce qui est prévu pour revaloriser le métier de l'enseignant. Tous, apparemment, vous avez pu les faire dire ce que vous aviez pensé, notamment la valorisation du logement. Donc, sur tous les logements en construction, il y a 30%. Ou sur tous les terrains mis en vente, des terrains qui sont valorisés, mis en vente, vous avez aussi 30%. Déjà, uniquement pour le corps enseignant. C'est pas mal, c'est beaucoup. Effectivement, quand vous voyez que vous avez 1000 logements qui sont en construction, sur les 1000 logements, vous avez quand même 300 réservés uniquement à l'enseignant. Sur tous les terrains, c'est la même chose. Sur les avancements par ancienneté aussi, ça existait depuis toujours, mais aujourd'hui on parle aussi avancement par mérite. Donc, plus tous les points d'indice qui ont été cités ici montrent quand même que l'enseignant est vraiment très chouchouté. Le ministre de Télécommunications aussi a prévu effectivement une certaine facilité pour que les classes désormais deviennent des smart classes. Et tout ça avec le concours, bien sûr, de l'administration centrale, mais aussi de Télécom Djibouti. Tout ceci pour dire, aujourd'hui, vous avez pu avoir, j'espère que vous avez bien noté tout ce qui a été dit par mes collègues ici, et que demain ou après-demain, vous aurez en principe, vous devez avoir tout ce qui a été dit ici. Je devrais, moi, en principe, avoir toutes les décisions des enseignants et toutes les procédures qui devront être mises en œuvre par le ministère du Travail. Voilà, en quelque sorte, je disais, historique, dans la mesure où vous avez pu, aujourd'hui, avoir quand même un certain nombre de mérites, un certain nombre, disons, de bonus, parce que vous êtes l'enseignant, et vous êtes au cœur de la famille éducative. Je vous remercie.
Et pour plus de précisions concernant cette semaine nationale de l'enseignant, nous avons avec nous sur ce plateau M. Moussa Yabé. Je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. Merci donc de répondre à nos questions. Ma première question sera donc sur quoi apporter cette semaine dédiée à l'enseignant en particulier. Merci. D'abord, cette journée de clôture parrainée par le Premier ministre s'inscrit dans le cadre des activités organisées pour célébrer la fonction enseignante. Aussi, nous ont honorés de leur présence le ministre du Budget, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, et aussi Madame la ministre en charge de l'habitat. Ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que des activités ont été organisées du 5 octobre, du 5 au 14 octobre. Et ces activités ont été l'occasion pour la communauté éducative dans son ensemble de manifester sa reconnaissance envers les hommes et les femmes qui exercent ces métiers. Cette journée d'aujourd'hui marque aussi, madame, les débuts de la mise en œuvre de la politique nationale enseignante. Cette politique nationale enseignante consiste à reconsidérer la fonction sous tous ses aspects. Donc on a commencé l'année dernière, nous avons réfléchi, nous avons consulté les enseignants. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer à l'action. Donc c'était une journée historique, l'a dit Monsieur le Premier ministre. Donc, c'était une journée qui clôturait un certain nombre d'activités qui ont été organisées dans les établissements scolaires. Donc, la deuxième question, donc, concernant l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant, mais aussi au milieu scolaire, quel sera l'impact sur le terrain et dans leur vie privée notamment? Merci. Je rappelle que des annonces fortes ont été faites ce matin par non seulement le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, mais aussi par les autres ministres des départements partenaires. Alors, sans répéter, je ne vais pas répéter ce qu'a dit le ministre, mais normalement, les décisions qui ont été prises vont d'abord faciliter l'accès au logement aux enseignants. Nous savons que dans le passé, un quota était réservé aux enseignants. Ce quota va être maintenu, pérennisé, et on va l'élargir vers les régions de l'intérieur. Ça, c'est une mesure concrète. Deuxième mesure concrète qui va impacter directement le plan de carrière de l'enseignant, c'est que très bientôt, plus de 321 enseignants titulaires des licences et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté vont être versés dans le cadre 1-1. Ils vont devenir des profs. C'est des anciens instituteurs, c'est des anciens profs adjoints qui vont bénéficier d'un changement de cadre. Mais aussi, les 2879 enseignants restants vont être versés progressivement, Inch'Allah, année après année, dans le corps unique. Et pour terminer, madame, je veux rappeler que, outre l'avancement par l'ancienneté, qui est offert, qui est un droit pour tous les fonctionnaires du pays, et nous avons demandé au ministère du Travail et du Budget à ce que les enseignants, nos bons enseignants, avancent plus vite que les autres, parce que nous pensons que si nous valorisons nos enseignants, nous allons forcément atteindre l'objectif de qualité dont on parle ces dernières années. Voilà 3 mesures qui vont concrètement impacter la vie des enseignants. Peut-être un dernier point, les conditions de travail. Ces dernières années, notre ministère... Avec les smart room classes. Justement, notre ministère a fait des efforts considérables pour que les conditions de travail soient correctes. Mais nous savons pertinemment qu'il y a du boulot encore. Ouais. Donc, nous avons programmé, nous avons planifié, nous avons proposé, élaboré un plan qui va nous permettre d'améliorer significativement les conditions de travail des enseignants. Et aujourd'hui, nous avons l'engagement des ministères du Budget et du Travail qui vont nous faciliter ce travail.
Merci, Monsieur Mohamed Moussayabe, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le discours du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, donc, que vous allez suivre maintenant. Donc, après une période de réflexion, de discussion, de débat entre enseignants, mais également au cadre du ministère et les enseignants, mais également après une période de discussion avec les ministères partenaires, nous nous sommes convenus, Inch'Allah, que la mise en œuvre de la politique nationale enseignante commence cette année scolaire. Et cette mise en œuvre de la politique nationale enseignante, bien sûr, est fondée sur les recommandations des enseignants lors du forum sur la politique nationale enseignante. Donc, je dois préciser que la mise en œuvre de cette politique nationale enseignante s'attellera dans le temps, eu égard, bien sûr, au nombre de chantiers et pragmatisme oblige. Je précise également qu'elle ne pourra se réaliser qu'avec l'appui des ministères partenaires, ministère du Budget, ministère du Travail, ministère de la Ville et le ministère, bien sûr, de la Communication. La collaboration intersectorielle s'avère donc plus que nécessaire, Monsieur le Premier ministre. C'est pourquoi, durant cette semaine, il y a eu des réunions techniques entre les techniciens des ministères partenaires et il a été donc organisé, bien sûr, en marge d'un certain nombre d'activités qui ont été organisées dans les établissements scolaires. Et tout cela pour, bien sûr, discuter sur les perspectives, sur le court, les moyens et les longs termes, sur, bien sûr, la valorisation du métier d'enseignant. Donc, il m'est agréable d'annoncer que, bien sûr, un certain nombre de mémorandums d'entente avec les ministères partenaires et 2 conventions seront paraphées, bien sûr, en présence de vous, Monsieur le Premier ministre. Comme mesure concrète qui apporte donc un début de réponse à leurs doléances, aux doléances des enseignants, et issu donc des discussions avec les autres ministères, je peux annoncer le point suivant. Versement dans les cadres uniques des 321 enseignants titulaires de licence dans le budget, bien sûr, de 2022. Aussi, versement progressif de tous les enseignants dans le cadre unique d'ici 2025. Également, comme ça a été annoncé, l'avancement par les mérites en organisant, bien sûr, des évaluations et de la formation, mais aussi la garantie de la conservation des acquis indiciaires en cas, bien sûr, de changement de cadre. L'appui à l'amélioration progressive des conditions de travail des enseignants sur la base d'un programme soutenu par le ministère du Budget, mais également la contribution des partenaires financiers et techniques, mais aussi la pérennisation de l'accès pour les enseignants aux logements sociaux à Djibouti, mais également dans les régions de l'intérieur, ainsi qu'aux parcelles des terrains, à hauteur à peu près de 30% dans les offres du ministère de la Ville. Aussi, et pour finir, tous les établissements scolaires du pays seront connectés sur la base d'un accord cadre liant bien sûr les 2 ministères. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, a présidé ce matin une réunion annuelle des secrétaires généraux au Palais du Peuple. La séance a porté sur la décentralisation effective des services publics d'une part et de la dématérialisation des procédures administratives d'autre part. Objectif principal de cette réunion étant de s'enquérir de l'évolution de la mise en œuvre des instructions et identifier les défis multiples qui peuvent entraver sa bonne exécution, mais aussi échanger pour avoir une compréhension commune des enjeux et des perspectives. Et pour plus ample explication, je propose de suivre le mot du secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah. Les thématiques sont dictées par l'agenda qui a été fixé par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à son gouvernement. Lors de la retraite gouvernementale d'Arta, le président de la République a rappelé la volonté d'agir à l'échelle du territoire
de manière cloisonnée les opportunités entre la capitale et les régions pour arriver au Djibouti que nous voulons, un Djibouti inclusif. Pour y parvenir, il a demandé d'être agile pour transformer des communautés de destin en des communautés de projet et de savoir tisser des liens entre elles. Il a dit en substance savoir manager autrement et sortir du carcan de la bureaucratie et de la théorie vaine. C'est dans cet esprit que le Premier ministre, M. Abdulkader Kamel Mohamed, a élaboré 2 circulaires en date du 7 juillet 2021 portant sur la déconcentration effective des services publics d'une part et de la dématérialisation des procédures administratives d'autre part. Dans ces 2 circulaires, il a été demandé de procéder à l'inventaire de l'existant pour la déconcentration des services publics et un plan d'action annuel pour la dématérialisation des procédures administratives de vos départements respectifs. Notre plateforme est celle de la continuité et de la concrétisation des actions menées. Nous sommes les principaux responsables de ces services centraux. C'est pourquoi l'objectif principal de cette réunion est de s'enquérir de l'évolution de la mise en œuvre des instructions du Premier ministre et identifier les défis multiples qui peuvent entraver sa bonne exécution. Elle sera donc l'occasion d'échanger pour avoir une compréhension commune des enjeux et des perspectives. Il ne faudrait pas perdre de vue que la transition numérique doit être globalement en voie de diffusion dans tous les services déconcentrés. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, a reçu hier la visite de courtoisie de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Aïden Ouara. Les discussions ont porté sur les relations de coopération existantes en matière de développement économique et social, notamment autour des programmes sociaux. En effet, l'Union européenne est un partenaire du département social à travers les programmes tels que Solutions pérennes pour les populations, reconnaissant le poids significatif de la migration mixte à Djibouti. Le projet va soutenir le pays hôte dans les secteurs les plus touchés via des actions pérennes. Direction Moscou en Russie où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles Younis Ali Ghedi a participé hier mercredi 13 octobre au 4e forum international de la semaine russe de l'énergie à la tête d'une importante délégation de son département. Ce forum, dont le thème choisi pour l'édition de cette année 2021 est transformé pour le développement, tient une place de choix dans l'agenda des rencontres internationales, tant qu'il est vrai que celui-ci a effectivement acquis le statut d'événement principal dans le domaine de l'efficacité énergétique en Russie et à l'étranger. Objectif du forum est de présenter le potentiel du complexe énergétique russe et de développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie. Retour à Djibouti où dans le cadre des patrouilles côtières et maritimes destinées à la lutte contre la prolifération du trafic de produits stupéfiants, la garde-côte djiboutienne a intercepté dans la journée du 12 octobre des individus, des grossistes et vendeurs de stupéfiants impliqués dans ce trafic. Ainsi, 4 individus ont été interpellés dans le cadre de cette patrouille de produits, donc 2 sachets de hashish, 3 téléphones portables, un ordinateur portable, différentes armes blanches. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche des investigations et des affaires judiciaires des gardes-côtes afin de traduire ces 2 individus devant la justice. Cette opération s'inscrit également dans les cadres plus larges des dispositions mises en place par la garde-côte djiboutienne pour assurer la sécurité et la sûreté côtière maritime.
Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec regret le décès survenu hier à l'hôpital général Pelletier de Mahmoud Saban Haji Halas dit Ali Bir. Le défunt est né le 2 octobre 1964 à Djibouti. Il a commencé sa carrière en 1981 à site Djibouti Télécom jusqu'à nos jours. Il était le père de notre collègue du service de programme et laisse derrière lui une veuve et 8 enfants, ainsi qu'11 petits-enfants. Nous prions Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, nous allons parler des conditions de détention des migrants en Libye, une nouvelle fois épinglés. Et bien, de nouveaux témoignages de rescapés en mer Méditerranée révèlent une fois de plus les mauvais traitements infligés aux migrants par les gardiens de prison libéens, des crimes contre l'humanité. Eh bien, des crimes contre l'humanité seraient commis contre des migrants. Le Haut-Commissariat aux réfugiés, de droits de l'homme, l'agence onusienne dédiée aux droits de l'homme a dénoncé lundi 11 octobre une série d'événements horribles en Libye qui ont fait au moins une demi-douzaine de morts parmi les migrants ou demandeurs d'asile tués par les forces de sécurité. La porte-parole du Haut-Commissariat à Genève a mentionné plusieurs incidents entre le 1er et le 8 octobre 2021. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.